Bienvenue à tous. Je suis Julien Maurice et on va, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la communauté des talents pédagogiques. Alors, juste avant de vous présenter le webinaire en tant que tel et de présenter Robert, hein, notamment, qui nous fait le plaisir de partager son expertise par rapport à l'IA générative, je vais vous partager ici mon écran et je vais présenter notamment le sponsor finalement de ces webinaires. Vous voyez mon écran? Tu vois mon écran, Robert? C'est Oui, bon? oui, oui, Ouais. oui, très, très Donc, bien. qui est Challenge Me. Donc, finalement, Challenge Me, c'est une solution d'évaluation par les pairs et ils sponsorisent la communauté des talents. Donc, c'est très sympa à eux. Donc, c'est Ah, un c'est outil que bien. nous utilisons en interne hein, pour faire de l'éval par les pairs, que ce soit de l'éval, ce qu'on appelle évaluation par les pairs classique. Donc, on dépose un travail qui est corrigé par exemple, trois étudiants et l'étudiant corrige trois travaux. Mais on l'utilise aussi beaucoup pour l'intragroupe. Ça veut dire qu'on va pouvoir évaluer des étudiants au sein d'un groupe qui vont s'auto-évaluer leurs soft skills, etc. Et ça, c'est assez sympa à mettre en place. Donc, je vous encourage, hein, si vous souhaitez Ouais. découvrir la solution, voilà, vous connecter sur Challenge Me, voilà, la solution d'évaluation par les pairs. Donc, ce webinaire est présenté bon, par la communauté des talents et Institut Mintelecom Business School. Alors, sachez que l'école, l'Institut Mintelecom Business School, on est sur le campus d'Evry. Et on est la première école, pardon, en termes de valeur ajoutée, donc selon le Financial Times en 2024. Et également, on voit qu'on est donc 14e sur le classement, donc 6e. Donc n'hésitez pas également peut-être à découvrir notre école si jamais vous avez des enfants ou autres qui souhaitent un petit peu voilà, explorer ce domaine des écoles de commerce. Ensuite, je voulais également vous préciser que ce webinaire est enregistré. Vous retrouverez tout cela sur la chaîne YouTube de la communauté des talents pédagogiques. Donc là, on voit qu'on a déjà 55 webinaires, donc c'est le 56e aujourd'hui. Et puis, bah voilà, en gros, on va pouvoir maintenant commencer, les présentations étant faites. Alors, je vais juste arrêter le partage et je vais juste faire une présentation sommaire rapide finalement de Robert Voyer, donc, qui nous fait le plaisir de nous accompagner aujourd'hui sur peut-être une montée en compétences hein, sur les outils d'intelligence artificielle. Donc, Robert Voyer est maître de conférence à l'Institut Mintelecom Business School. Il enseigne et mène des recherches depuis plus de 30 ans hein, sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose hein, que voilà, Robert ne découvre pas comme nous, je dirais, l'intelligence artificielle avec l'apparition de ChatGPT. Il était déjà dessus depuis très longtemps. Il est titulaire d'un doctorat en informatique et il a consacré sa thèse sur l'implémentation d'architectures efficaces pour la représentation des connaissances en IA. Donc, Robert est connu pour sa capacité à rendre accessibles des concepts complexes, hein, tels que le deep learning, hein, vous avez sans doute entendu parler de cela, et l'apprentissage supervisé. Donc, c'est le côté un peu tech, on va dire, de l'IA générative, de l'intelligence artificielle en général. Et il a également, hein, d'ailleurs, créé une série de vidéos. Je mettrai le lien d'ailleurs dans la description là, de cette vidéo. Il y a quelques années, qui décrivait un petit peu tout cela. Et voilà, donc donc c'est un, je dirais un expert du domaine, mais ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est également que Robert utilise, alors c'est pas le cas de tous les chercheurs d'ailleurs pour information en IA, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais Robert utilise également l'IA générative dans le cadre de ses enseignements, dans le cadre de ses recherches de manière très pratico-pratique, très concrète, et c'est aussi cela qui va nous intéresser. Sachez que Robert a animé pour l'Institut Mintelecom Business School deux formations, nous on appelle ça les jeudis de l'IA, dans lesquels, dans le premier, il parlait de sa pratique pour la pédagogie et dans l'autre, sa pratique pour la recherche. Et l'idée, finalement, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Robert nous explique un petit peu ce qu'il fait dans les deux domaines. Là, vous allez avoir la substantifique moelle, finalement, de tout ce qu'on a vu avec lui au sein de l'Institut Mintelecom Business School. Voilà pour moi. Écoute, Robert, je vais pouvoir te céder maintenant la place, hein. Très Comme bien. d'habitude, ça va durer voilà, une heure, hein. Donc, on arrêtera à 11h30, 40 minutes entre guillemets de présentation, plus ou moins. Et puis, on va également pouvoir garder un petit peu de temps pour échanger. Merci par avance, Robert. Et puis, excellent webinaire à tous. Merci, merci, merci Julien. Ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, eh bien, ben, on va commencer tout de suite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps finalement. Donc, ça va? C'est bon, le C'est son, vous parfait. m'entendez On bien? t'entend Très bien. bien. C'est parfait. Donc, je partage mon écran tout de suite. Ouais, ouais, là, c'est nickel. C'est parfait. C'est Génial. bon? Très bien. Alors, ben, donc, on va parler d'IA générative dans les activités d'enseignement et de recherche. Alors, donc, je vais m'intéresser à la partie enseignement, recherche, ce qu'on pourrait appeler innovation, mais ça, on va voir ça assez rapidement. Alors, ben, je vais commencer par ben, une introduction, comme on le fait habituellement, donc ça, c'est assez
C'est assez classique, des usages pratiques. On verra alors, on va peut-être pas couvrir tout dans le détail, bien évidemment, hein, mais c'est un petit peu l'idée. Donc c'est ce que j'avais ici en tête. Donc les avantages, les opportunités, on va parler de défis, des risques et puis des recommandations. Alors ben, juste avant de commencer, donc ça je vous l'expliquerai justement dans la partie retour d'expérience, donc pour vous expliquer un petit peu les outils que j'utilise justement dans mes activités d'enseignant et puis dans mes activités de recherche. Et donc là, en l'espèce, la présentation que je vous présente, eh bien, je me suis basé, et je suis tombé par hasard, sur une journée qui a eu lieu à l'Université Paris-Saclay sur ce thème-là, justement. Et donc, ben, j'ai trouvé des pépites finalement, puis des choses intéressantes, donc qui ont pu compléter la façon dont moi je présentais les choses. Et donc là, je m'en suis inspiré, et donc là, c'est ce que je vais ici vous délivrer. Et donc, on va commencer. Alors, donc, ben, qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative? Donc ça, ce n'est pas la peine donc d'y revenir. Donc ça y est, maintenant, on est un petit peu habitué. Donc ce que l'on sait, c'est que ça va générer du contenu, du nouveau contenu. Donc ça génère du contenu. Alors du contenu qui peut être du contenu texte, image, vidéo, son, donc audio, musique. Et donc on a une typologie des modèles donc d'IA générative en fonction d'une certaine façon du type de contenu qu'elles sont susceptibles de générer. Voilà. Alors, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que l'IA générative, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, finalement, il y a une évolution des modèles d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme l'a rappelé Julien, n'est pas apparue en 2022. Donc il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient avant cette date-là. Ce qui s'est passé en 2022, c'est que il y a eu euh, l'utilisation, donc une modification de la façon dont on pouvait traiter on va dire le langage, et c'est ça qui a fait que, eh bien, en 2022, eh bien, on avait quelque chose qui permettait véritablement de pouvoir échanger, donc d'établir un dialogue avec la machine. En vérité, c'est ça la véritable révolution. C'est pas tant au niveau de la technologie, c'est plus au niveau de l'accès. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, en 1 ou 2 mois, on a eu 100 millions d'utilisateurs. Simplement parce que c'était la première fois que l'apparition d'une nouvelle technologie, eh bien, était aussi facile d'accès. Habituellement, et jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Là, c'était excessivement simple. Il suffit, il suffisait, et il suffit de continuer à utiliser ce qu'on utilise quasiment depuis la naissance, c'est-à-dire le langage naturel. Et c'est ça qui a fait une si forte adoption et qui a, eh bien, permis d'avoir un succès aussi éclatant en aussi peu de temps. Et donc là, c'est ce que l'on voit, une émergence très rapide. Alors ça a eu assez rapidement des applications donc sur la transformation donc des pratiques académiques. Pareil au niveau de la recherche dans les laboratoires, et puis ça a posé aussi bien évidemment des questions d'éthique et de gouvernance. Alors, euh, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Donc on a ce que l'on appelle ce que l'on connaît, qu'on appelle des grands modèles de langage, des LLM. Alors dans le domaine académique, on va pouvoir utiliser ces LLM comme assistants à la rédaction scientifique. Et donc, en vérité, tout ce qui va tout ce qui va concerner plus précisément la manipulation de texte, eh bien, on voit que l'IA générative va être un assistant de premier ordre. Et donc là, on le voit ici, donc au niveau académique, donc comme assistant à la rédaction scientifique, pour la reformulation et l'amélioration stylistique, là on a encore, vous voyez bien, dans la manipulation de texte, pour l'exploration d'idées, le brainstorming, pour la création de matériel pédagogique. Et donc là, je vous donnerai des illustrations, alors pas de tous les points, mais des plus illustratifs. Et donc, pour cela, donc, on a plusieurs modèles différents, euh, dont les plus connus, ou dont le plus connu, le plus utilisé est ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est un LLM, mais il y en a d'autres, bien évidemment. On a le modèle de Google avec Gemini, on a un modèle souverain, d'une certaine façon, donc Mistral, qui est français, Lama, de Meta, etc. Euh, donc ça, donc ça c'est le premier point. Dans les usages académiques, donc on peut les utiliser
les percevoir comme des assistants de recherche, donc pour faire de la revue de littérature augmentée, une recherche de documentaire ou de documentation ciblée, de la synthèse d'articles scientifiques, de l'aide à l'élaboration, pardon, je change de lunettes, de problèmes scientifiques. Donc quoi qu'il en soit, là on voit, eh bien, tous les domaines dans lesquels l'IA générative, ici, au niveau donc de la recherche, donc devient un assistant de premier plan. Alors, on l'a aussi, donc vous voyez, donc en haut c'était plus au niveau aspect recherche, et puis au niveau pédagogique, c'est-à-dire pour l'enseignement, eh bien on a vraiment des générateurs multimédia, donc qui vont permettre de pouvoir créer des illustrations pédagogiques, visualiser des concepts abstraits. Donc ça, faudra voir, c'est pas toujours le cas. Générer des supports de cours attractifs. C'est ce que vous voyez là en ce moment, par exemple. Donc ça, je vous l'illustrerai assez rapidement. Donc ça, j'ai utilisé des outils pour pouvoir faire de la génération de contenu pédagogique. Et donc là, en l'espèce, la présentation que je vous délivre. Donc la conception de posters scientifiques. Alors là, vous voyez, c'est un deuxième aspect. On est toujours dans la manipulation, dans la génération de texte, mais maintenant, on a la possibilité aussi de combiner le texte avec d'autres formats. Et donc là, ici, des formats graphiques, des images, des illustrations. Ensuite, donc pour l'enseignement, alors là, pour l'enseignement, on va avoir la possibilité donc de générer des quiz, d'avoir des générateurs d'évaluation, ce que j'ai fait, des activités pédagogiques interactives, des évaluations personnalisées, bien sûr, de l'aide à la correction, la possibilité de simuler des discussions dirigées. Donc ça, je pourrais aussi peut-être, si on a le temps, vous l'illustrer. Voilà, donc ça, c'est pour planter un petit peu le décor. Et donc là, on voit déjà un certain nombre d'éléments sur l'utilisation de l'IA génératif, donc encore une fois, tant au niveau de la recherche que de l'enseignement. Alors, donc très rapidement, parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc dans l'histoire, ce qui va nous intéresser ici, alors peut-être, donc là c'est ce que je vous disais déjà, on avait des assistants pédagogiques avant ChatGPT, là, tout s'est accéléré à partir de 2022. Mais entre les deux, on a eu une accélération de l'utilisation des outils numériques, justement, et des outils donc distants. Donc pour l'enseignement à distance, eh bien, par la période, à travers la période liée à la pandémie. Et donc là, on a eu véritablement une accélération donc de l'utilisation des outils pour l'enseignement à distance. Donc c'était presque une phase préparatoire, puisque arrivé après en 2022-2023, on avait déjà été habitué et entraîné. Donc en 2022, la révolution de ChatGPT, et puis assez rapidement, à partir de 2023, donc moi c'était mon cas, très rapidement, donc ça a été une adaptation donc de ma pédagogie, ou tout au moins de mon activité d'enseignant. Alors tant pour la préparation, la présentation de mes contenus que pour l'évaluation et la correction. Donc c'est les deux, bien évidemment, axes dans notre activité d'enseignant. Il y a le côté très plaisant de délivrer des cours, bien évidemment, d'échanger avec les étudiants, et puis il y en a un autre qui est un petit peu moins plaisant, ça va être la correction donc des devoirs, des mémoires, des examens. Et donc là, de la même façon, donc pour ces deux aspects, eh bien, on peut utiliser de façon très profitable, disons, mais toujours avec une certaine attention, bien évidemment, on y reviendra. On peut donc avoir une utilisation profitable, bénéfique de l'IA générative. Alors, donc, ici, vous voyez, là, je remets très rapidement donc les grandes catégories d'applications. Donc, on va pouvoir l'utiliser, et on utilise d'ailleurs l'IA générative, donc dans le domaine de l'analyse, je regarde un documentaire, pour tout ce qui est revue de littérature, la génération d'hypothèses, donc ça peut être véritablement quelque chose d'utile.
simplement parce que sur certains sujets, on peut avoir des propositions, des pistes, parfois qui peuvent être inattendues, et donc ça va permettre, mais d'une certaine manière, d'élargir sa vision. Alors bien évidemment, l'aide à la rédaction. Il y a aussi un élément excessivement important. Donc là, je ne vous détaille pas très précisément tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on comprend bien. L'analyse de données, donc ça peut être aussi très utile. Donc ça, à partir du moment où vous avez des tableaux Excel, des documents techniques dans lesquels on a beaucoup d'informations chiffrées, eh bien là, on utilise des outils d'intelligence artificielle, donc des outils, des LLM, donc qui vont permettre justement de visualiser, de faciliter l'interprétation justement de toutes ces données chiffrées. Et puis, de plus en plus, là, c'est vraiment un domaine qui est actuellement plus actif, celui donc qui suscite le plus d'attention, de développement, d'investissement d'ailleurs, c'est tout ce qui est programmation assistée. Donc on a de plus en plus beaucoup d'outils qui permettent de réaliser des contenus applicatifs de façon, alors pour certains, entièrement automatisée, et sinon comme un véritable assistant, comme un véritable agent d'aide à la programmation. Alors donc voilà, donc ça c'est pour les grandes catégories d'applications. Alors ici, on va continuer. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, donc là il y a un peu des redites, vous voyez, donc on va pouvoir l'utiliser pour faire la préparation de ces cours. Donc la génération de plans de cours structurés, l'identification de concepts clés, mise à jour des contenus pédagogiques par exemple. Aussi, donc ça va être pour la préparation, et puis pour la réalisation même, on va avoir la possibilité donc d'utiliser des outils qui vont nous permettre de générer directement, en fonction de ce que l'on aura initialement, bien évidemment, défini au niveau du contenu. Donc là, on a dans un premier temps la définition du contenu, et puis après sa mise en forme. Alors les deux peuvent être faits simultanément, donc moi j'aime bien les séparer, donc d'abord m'intéresser au fond, et puis ensuite dans sa mise en forme, dans sa visualisation, et donc là on va pouvoir donc créer eh bien, le matériel pédagogique. Alors la plupart du temps ça va être comme là ce que je suis en train de vous illustrer des supports de présentation de style PowerPoint, mais ça peut être des podcasts, ça peut être des petites vidéos, ça peut être des animations, donc là, de la même façon, on peut avoir une diversité des formats de représentation. Je vous en ai parlé précédemment, on va aussi pouvoir l'utiliser pour une évaluation assistée. Donc là, on a vraiment des études, et moi, je m'en suis aussi rendu compte quand j'ai commencé à l'utiliser, donc à essayer de voir des évaluations que je pouvais faire sur des mémoires de recherche d'étudiants. Donc en faisant vraiment une correction, une lecture attentive, donc pour donner une note, une évaluation. Et puis ensuite, eh bien, je l'ai donné à l'IA. Alors là, je m'étais défini des outils spécifiques, c'est-à-dire j'avais défini ce qu'on appelle avec ChatGPT des GPTs ou des projets, disons, et donc là qui était d'une certaine façon une IA spécifiquement définie pour évaluer un mémoire de recherche ou un rapport de stage, par exemple. Donc là, je lui avais indiqué tous les éléments donc à prendre en compte pour effectuer correctement cette évaluation, et puis je me suis rendu compte, ben, finalement, on arrivait exactement, enfin à peu près au même type d'évaluation, au même type de notes. Et je suis pas le seul à l'avoir fait, hein. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites en ce sens-là, et finalement on se rend compte qu'il y a pas tellement de différence entre une correction par l'enseignant et une correction qui va être faite par l'IA. La différence entre les deux, c'est que la correction faite par l'IA, vous le voyez ici, eh bien, elle va permettre un feedback augmenté. Elle va permettre en même temps de faire une génération de commentaires détaillés, justement sur les travaux, de bien expliquer la raison de la note, de mettre en évidence les points forts, les axes d'amélioration, bien évidemment. Et donc moi, c'est exactement ce qui se passait d'ailleurs dans les évaluations que j'ai testées justement en utilisant l'IA générative.
Bien évidemment, il y a tout l'aspect personnalisation. Ça, assez facilement, on va pouvoir, au niveau du matériel pédagogique, des documents que l'on va produire, on va pouvoir adapter euh, comment dirais-je, le discours, la façon de s'exprimer de façon différente. Donc avec des niveaux de difficulté qui sont différents. Et donc qui vont permettre justement de pouvoir personnaliser justement ces contenus en fonction du niveau des étudiants par exemple. Alors là, un tutorat virtuel, donc ça c'est véritablement presque la chose la plus importante. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir à notre disposition, les étudiants tout comme nous, eh bien, des tuteurs virtuels qui vont nous permettre finalement d'être en formation permanente, 24/24, 7/7. Moi, c'est ce que j'ai fait dès le départ. Finalement, dès le départ, eh bien, pour maîtriser cette technologie, alors des transformers, donc des LLM, eh bien, j'ai travaillé des jours, des semaines, justement, avec des tuteurs dédiés, justement, sur la connaissance et la maîtrise de ces technologies, et qui m'ont permis, justement, d'engager des dialogues et de pouvoir, eh bien, petit à petit, bien comprendre. Donc ça, c'est un aspect très important. Moi, ce qui se passe souvent quand je suis en cours, mais c'est toujours difficile, quand on est plusieurs et puis qu'on écoute euh, un enseignant ou un conférencier, ouais, souvent on hésite à poser des questions, parce qu'on a toujours l'impression peut-être que notre question, elle est peut-être un petit peu, disons, un peu bête. Enfin, je ne sais pas trop comment le dire. Et souvent, ce que je dis, d'une part, il n'y a pas de question bête, et puis surtout, il ne faut pas hésiter, parce que mieux vaut avoir, si c'était le cas, mieux vaut avoir l'air bête 5 minutes que de le rester toute sa vie. Et là, on n'a pas du tout cet obstacle, on n'a pas du tout cette barrière justement avec ces tuteurs virtuels, ces assistants, parce que là, on n'hésite pas à poser vraiment même parfois. Moi, ça m'est arrivé de poser des questions dont déjà je connaissais peut-être un peu la réponse et qui pouvaient sembler un petit peu triviales, mais c'est véritablement, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, ça a véritablement été très bénéfique, parce que là, on est entièrement libéré, et donc là, on peut progresser de cette façon-là beaucoup plus vite. Donc voilà, donc ça, ce sont des points importants. Alors maintenant, donc là, je vous ai dressé rapidement donc ce qu'il était possible, tout au moins l'aide dans les activités donc de recherche et d'enseignement. Donc là, on l'a vu au niveau de la recherche, hein, pour la rédaction d'articles, la recherche, la synthèse d'articles scientifiques. On le verra éventuellement aussi l'évaluation de contenu d'articles scientifiques. Là, on vient de parler de l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'enseignement. Alors tant dans la préparation des cours que dans leur mise en forme, que dans l'évaluation. Donc finalement, eh bien, toute la, la chaîne de délivrer un cours, de la préparation, pardon, de la préparation et puis ensuite de l'évaluation, eh bien, on a la possibilité d'être assisté, d'utiliser l'IA générative. Alors on l'a aussi donc pour les tâches administratives et les tâches de gestion. On a la possibilité de faire de la gestion de projet. Euh, donc ça, c'est bon, un point utile d'une certaine manière, bien évidemment. On a aussi tout ce qui va être communication, ça va dans la rédaction, donc là on le voit dans la rédaction, l'optimisation des emails, des communications donc éventuellement officielles, bien évidemment, mais aussi d'une certaine façon, donc aussi avec le corps professoral, le corps administratif et les étudiants. L'analyse de données, ça on en a parlé. La possibilité de créer des documents administratifs, ou tout au moins d'en avoir des explications, une synthèse. Tout ce qui va être aussi la gestion du temps. Donc tout ça, je vais pas le détailler. Ce sont les activités, disons, administratives que l'on doit assurer dans notre poste. Alors là, pour le coup, là, on n'hésite pas du tout à utiliser l'IA justement pour nous décharger de ces tâches
qui sont pas nécessairement intéressantes et en plus chronophages. Voilà, puis donc là, c'est tout ce qui est la veille et puis la curation, c'est-à-dire le fait de vraiment de prendre, de synthétiser les éléments les plus pertinents. Voilà, c'est la synthèse des informations les plus pertinentes. Et d'ailleurs, vous voyez, donc ici, et ça je vous l'avais pas noté, mais c'est le gain de temps estimé. Donc, c'est un certain nombre d'études ont déjà été faites sur ces thèmes-là. Donc, vous voyez, alors, je me souviens plus, ici, non, vous voyez, c'est juste dans les tâches administratives, parce que là, on voit que c'est le plus pénible d'une certaine façon. Donc le gain de temps estimé, 30%, 40%. Donc, vous voyez, donc ça, ce sont des parts qui sont importantes. Alors là, on le revoit ici aussi. Donc là, je vais aller assez rapidement, je vais terminer. Mais vous voyez, là, ça va être eh bien consacré à ces tâches, aux différents types de tâches. Eh bien, ce que l'on estime, donc là, il aurait dû être plus grand, du temps consacré, donc sans utiliser l'IA générative, en utilisant l'IA générative. Voilà. Alors là, on le voit dans la recherche documentaire. Donc là, on voit que c'est très très marqué. Hein. Donc ce qui est en gris clair, c'est sans utiliser l'IA. Et là, en bleu, un peu plus marqué, c'est en utilisant l'IA. Donc là, on voit qu'on passe beaucoup moins de temps. Dans tout ce qui est rédaction scientifique aussi, on le voit. Comme je vous l'ai dit, dans la préparation des cours, préparation du contenu et puis de la mise en forme, là, de la même façon, on a un gain énorme. Au niveau des tâches administratives aussi, et puis au niveau de l'analyse des données. Voilà, et donc là, eh bien, déjà maintenant, on commence à avoir beaucoup de retours d'expérience, et donc on mesure beaucoup mieux tous les bénéfices qu'on peut tirer dans nos activités, encore une fois, d'enseignants et de chercheurs, de l'utilisation de l'IA générative. Alors, donc ça, je vous l'ai déjà indiqué. J'y reviens très rapidement. C'est qu'on va avoir donc la possibilité au niveau de notre activité d'enseignement, on va avoir une innovation pédagogique qui va être l'innovation qui va être facilitée par l'IA générative. On a la possibilité d'avoir une évaluation augmentée, ça je vous en ai un petit peu parlé, un apprentissage personnalisé, un contenu adaptatif. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire évoluer. Et puis ce contenu-là, il va pouvoir être interactif parfois, parce que dans les contenus que l'on va proposer, ce ne sont pas nécessairement que des contenus sous forme de PowerPoint. Bien évidemment, ça peut être aussi des jeux de rôle, par exemple, ou des choses qui sont beaucoup plus interactives. Voilà, et donc ici, donc là, l'idée du processus, donc maintenant pour mettre ça en place, le processus de transformation pédagogique, c'est assez classique. Hein. Donc là, je ne vais pas trop vous le détailler. On va faire un diagnostic des besoins, donc on va regarder quels sont les points d'amélioration. Là, on pourrait eh bien, être plus efficace en utilisant l'IA générative. Donc voilà, on va être en co-création avec l'IA. On va mettre ça en place de manière progressive, c'est ce que l'on fait de toute façon, on n'a pas trop de choix, et puis après on va avoir des évaluations, des optimisations. Donc l'impact, si là je le résume sur le métier d'enseignant-chercheur, un recentrage de la pédagogie, l'interdisciplinarité qui va être facilitée. On peut faire de la pédagogie expérimentale. Moi, c'est ce que je fais justement, encore une fois, en mettant en place du matériel pédagogique mais interactif, un peu sous forme de jeu de rôle. Et puis, donc, on va pouvoir actualiser nos supports de façon continue. Ça va pas se faire de façon automatique, faut pas rêver non plus. Alors, on a des risques, bien évidemment, et là il faut y faire attention, ce sont toujours les mêmes d'ailleurs. À chaque fois qu'on en parle, ce sont un petit peu toujours les mêmes. Et vous voyez, c'est les hallucinations et la fiabilité. Donc là, il faut véritablement y faire attention, surtout là maintenant dans la responsabilité que l'on a, hein, tant au niveau de l'enseignement que de ce que l'on va publier, donc dans le domaine scientifique. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Alors ça, souvent ça peut arriver. Là, il y a vraiment des anecdotes à ce sujet-là assez connues maintenant, qui montrent le fait de pouvoir, avec une assurance absolue, de générer des ressources, des choses qui n'existent pas, qui sont totalement inventées. Et donc là, il faut véritablement y porter son attention.
Ça dit, il y a vraiment des anecdotes dans le domaine du droit, par exemple, où on pouvait préparer une plaidoirie. Un avocat, c'est ce qui s'était passé, il avait préparé ça en utilisant le LLM, c'était magnifique, elle était très bien faite, sauf que toutes les références, les jurisprudences étaient totalement inventées. Donc là, il faut vraiment y faire attention. Donc il y a vraiment une vérification des sources. Et donc là, alors là, on le voit pas très bien, mais vous voyez au niveau des, quelque sorte des pourcentages, donc des fausses références, voilà, ça c'est peut-être le risque le plus important. Des données inexactes, ici on a des raisonnements erronés ou des faits inventés. Et donc, alors, bien évidemment, ça progresse, bien évidemment presque d'heure en heure, de jour en jour, mais véritablement, il faut y faire attention. Et donc, toujours garder son esprit critique, bien évidemment, simplement parce que c'est un risque. C'est un risque. Alors, j'avais tout un support aussi que j'avais préparé. Donc là, on y reviendra éventuellement si on a des questions, mais c'est pour répondre à la question, l'IA nous rend-elle stupides? Voilà. Simplement parce qu'il faut faire attention, et donc là, vous voyez, vous en avez quelques éléments. Une dépendance excessive qui fait que, on va perdre tout esprit critique petit à petit sans s'en rendre compte. Vous savez, c'est toujours pareil. On a l'impression qu'on peut dès le départ prendre les bonnes, disons, avoir des bons principes, et puis ensuite, au fur et à mesure, des pratiques, petit à petit, il y a un glissement qui fait que, on est de moins en moins attentif. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les transformations silencieuses, et donc ça, ça va se produire au fil du temps, et donc là, il faut faire attention. On va avoir peut-être un affaiblissement justement de nos compétences critiques. On va peut-être avoir une dépendance excessive. Et donc là, on peut avoir un petit peu des façons de faire qui nous permettront d'éviter justement ces écueils. Mais de toute façon, ils sont véritablement présents. Donc bien évidemment, ça peut aussi avoir un impact sur la formation des étudiants. Alors un autre risque, bien évidemment, c'est la standardisation, pardon, de la pensée. Donc l'IA générative, bien évidemment, comme vous le savez, je pense, tend à reproduire des contenus normalisés. Et donc là, on va avoir tendance à aller vers quelque chose de plus en plus homogène, alors de la pensée académique, et donc avoir une réduction peut-être de la diversité intellectuelle. Mais donc ça, ce sont des éléments, vous voyez, des alertes, tout au moins des points de surveillance qu'il est important de garder à l'esprit. Alors, j'en terminerai là, puis après donc on verra au niveau des questions, parce qu'il ne faut pas trop que je déborde. Donc qu'est-ce que l'on peut dire ici assez rapidement? L'IA générative, comme je vous l'ai indiqué, donc bien évidemment c'est un outil dont on peut disposer, mais pas que. Pourquoi? Parce que ça va être aussi un catalyseur de transformation de nos pratiques, tant au niveau de l'enseignement que de la recherche. Alors bien évidemment, moi c'est vraiment ma position, hein. Souvent on le dit à l'apparition de nouvelles technologies, mais encore une fois, leur adoption prend un certain temps. Là, c'est pas le cas. Ça s'est fait excessivement rapidement. Donc la question n'est plus de savoir si on doit l'utiliser, mais surtout, plutôt, de savoir la façon dont on va utiliser l'IA générative. Donc de manière responsable et éthique. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces aspects-là. Donc alors les points les plus importants, s'il fallait en retenir quelques-uns, donc c'est l'amplification donc de nos capacités, bien évidemment. Donc ça va être un outil. Il faut vraiment toujours le voir comme un outil, bien évidemment. C'est pas quelque chose qui va nous remplacer. Donc là, et ça ne dépend que de nous, bien évidemment, hein, si on va être remplacé par l'IA ou si ça va rester un outil dont on va toujours avoir la maîtrise. Donc c'est un outil qui va amplifier nos capacités sans, encore une fois, remplacer notre expertise.
Ensuite, ben, la nécessité d'avoir un cadre éthique solide et une gouvernance adaptée. Donc là, au niveau de la gouvernance, là, ça dépend plus de l'enseignant-chercheur, mais ça, c'est des choses bien évidemment à prendre en compte. Ça, c'est important, une transparence et une intégrité. Ça, c'est important, adopter des pratiques transparentes pour préserver l'intégrité académique. Bien évidemment, c'est dire, lorsque l'on utilise l'IA, eh bien, en quelle proportion, quelle IA on a utilisé. Donc, vous voyez, moi, là, en l'espèce, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Là, je me suis basé sur une journée donc, qui a eu lieu à l'Université Paris-Saclay, je crois que c'était en mars de cette année, donc il y avait plein d'éléments qui avaient été présentés. Donc là, mais moi, je me suis basé sur un certain nombre de ces éléments et j'ai utilisé, comme je vous l'ai déjà indiqué, justement, donc l'IA pour eh bien produire ben, des présentations qui soient agréables. Donc ça c'est important, hein, la transparence. Et donc, c'est aussi lié, bien évidemment, à l'intégrité académique. Formation continue. Donc là, par contre, c'est peut-être ça qui risque d'être peut-être un peu plus délicat, tout au moins épuisant. On doit être en formation continue. Alors surtout en ce moment, parce que, eh bien, on a de l'apparition de nouveaux outils toutes les semaines, des évolutions d'outils, des comparaisons, donc des performances des outils les uns par rapport aux autres. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un point qui, peut-être au fur et à mesure du temps, est peut-être un petit peu plus difficile à assurer au quotidien. Mais en même temps, on a pour cela aussi des outils qui vont nous permettre de pouvoir justement assurer cette formation continue. Voilà, donc là au moins pour cette présentation, je vous remercie de votre attention. Ça va, Julien, au niveau du temps? Ou C'est j'ai encore un peu de parfait. temps? Merci Robert, c'est parfait. On va pouvoir passer tranquillement aux questions-réponses. Est-ce que tu Et puis je peux... pourrais faire des démonstrations, hein, si j'en Ah ai ok, prévu un certain nombre, hein, si les gens le veulent, hein, bien évidemment. Hein. Donc d'accord, là, ouais, il n'y a pas de parfait. Alors juste, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez lever la main, hein, comme ça, ce sera beaucoup plus simple de le gérer pour moi. Juste le temps, hein, que les personnes peut-être réfléchissent un petit peu aux différentes questions. Est-ce Alors que si tu... vous, Oui, oui, alors peut-être moi ce que je peux peut-être vous montrer, si vous voulez, c'est ce que j'avais prévu d'ailleurs, hein, peut-être juste avant de commencer, c'est peut-être, et là ça peut être un point de démarrage, moi comment je fais par exemple pour créer un nouveau cours. Voilà, comment je m'y prends pour créer un nouveau contenu de cours en utilisant justement les outils à ma disposition, les outils de l'IA générative. Voilà, alors ça, je ne sais pas si ça peut être utile, hein, mais ça, je l'avais prévu. mhm. Donc voilà, tu me dis, Julia. Oui, oui. C'est juste un slide, hein, mais D'accord, bah vas-y, vas-y, je t'en prie Robert, hein, vas-y. Ouais, ouais. j'ai juste fait un schéma, en Ouais. fait, tout simplement. Euh, et vous allez voir, voilà comment je m'y prends. Alors, ça peut sembler un petit peu compliqué. Alors, il y a peut-être un point. Il y a peut-être un point essentiel dont je n'ai pas parlé, parce que là, on parle de l'IA générative, donc comme un assistant, comme une aide incontournable dans nos activités, quelles qu'elles soient. Ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on parle de LLM. Et parlant de LLM, cela signifie que, eh bien, on va interagir en utilisant, encore une fois, le langage naturel à travers ce que l'on appelle un prompt, tout simplement. Et tout se joue là, en vérité. Tout se joue sur la façon dont on va interagir avec l'outil, la façon dont on va lui exprimer notre demande. Et c'est la raison pour laquelle on a tout un domaine, toute une spécialisation qui s'est développée qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire la façon, les techniques justement pour bien interagir avec le LLM. Donc ça c'est un point essentiel. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai passé beaucoup de temps à essayer justement de trouver une méthodologie qui va me permettre, à chaque fois que j'ai un besoin, eh bien, de définir, alors dans la terminologie, on parle de prompt parfait, c'est-à-dire d'essayer de définir le prompt idéal, le prompt parfait qui va me permettre d'avoir, dans certaines limites, bien évidemment, l'assurance d'obtenir la meilleure réponse possible de la part du LLM. Et cela dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine de génération de texte,
ce que je fais beaucoup. Ça, je pourrais vous l'illustrer. De génération d'images, ça, je pourrais vous montrer justement très rapidement la différence entre les deux, c'est-à-dire la façon dont on va essayer d'écrire, de définir par nos propres moyens, donc le prompt pour demander une génération d'images. Mais ensuite, si on passe par des outils qui vont permettre eh bien, de transformer notre demande initiale pour l'optimiser, là, on obtient des résultats véritablement différents. Et pour moi, le plus illustratif, vous voyez, c'est sur les images. Parce que là, tout de suite, sur l'image, on voit vraiment la différence entre les deux. Mais donc ça, c'est vrai pour la génération de contenu, de texte, d'images, de vidéos, d'audio, moins de musique, parce que là, pour générer la musique, c'est un petit peu différent, mais voilà. Alors moi, comment est-ce que je procède? Justement, donc dès le départ, je définis, moi, un prompt. Vous savez, le prompt, au moins, il doit avoir une structure de base qu'on appelle ici. Donc, il doit avoir un rôle. On doit donner un rôle à l'IA. On doit lui indiquer, ça c'est le R. Le T, c'est la tâche qu'il doit réaliser. Ensuite, le C, c'est le contexte. Donc ça va être effectivement eh bien ce qu'on va lui indiquer comme information complémentaire pour qu'il puisse effectuer la tâche qu'on lui a demandé donc de façon correcte. Le deuxième T, ça c'est pour le ton, la tonalité, la façon dont il va eh bien s'exprimer pour nous fournir sa réponse. Et puis le F, c'est le format. Donc quel format? On va vouloir obtenir la réponse sous la forme d'une liste à puces, sous la forme donc d'un tableau, sous la forme donc d'un contenu Markdown, XML, etc. Donc ça, vous voyez, c'est le prompt initial. Et moi, justement, j'ai beaucoup investi pour essayer de trouver et de définir à travers donc tout ce qu'il était possible d'obtenir. Donc ce que j'ai appelé un métaprompt. Et donc je me suis défini donc un métaprompt, quoi qu'il en soit, qui fait que quand je vais lui fournir un prompt, ça va ici ce que j'appelle le prompt parfait. Mais bon, on peut oublier cette expression-là, mais ça va être un prompt optimisé. On n'est pas obligé de passer par là, hein. Si vous voulez, même pour la génération d'un contenu de cours, on peut fournir directement le prompt. Donc vous voyez, c'est ce que l'on a ici. Et moi, comment je fais? Bien, en fonction du cours que je vais vouloir construire, eh bien, je fais ma demande à Gemini 2.5 Pro avec un point essentiel qu'on appelle la recherche approfondie, Deep Research. Donc ça, c'est quelque chose qui va effectuer une recherche véritablement approfondie à travers le maximum de ressources et qui permettra cette recherche justement donc de pouvoir obtenir une réponse qui soit la plus précise, d'une certaine manière celle qui prend en compte le plus d'éléments euh, disponibles à ce moment-là. Et donc moi c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que je veux dans un premier temps sur un thème donné à travers ici cette recherche approfondie, et c'est ce que va permettre de faire Gemini, il va me construire un rapport complet bien structuré sur justement ici le thème que je lui ai soumis. Et donc là, en l'occurrence, le sujet de mon nouveau cours, par exemple. Et une fois que je l'ai, ce rapport, hein, qui peut prendre 10, 15 pages, 20 pages, hein, ça peut être vraiment quelque chose d'assez important, eh bien, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, ce que je peux faire déjà, eh bien, c'est le fournir, donc l'injecter dans des outils de mise en forme, pour effectuer, réaliser des présentations PowerPoint. Alors ça peut être soit Gamma, GenSpark, moi j'utilise les deux, ce qui me permettra d'obtenir ensuite une présentation PowerPoint. Bien, donc ça c'est d'une certaine façon, donc un premier résultat que j'obtiens. Mais ce rapport complet, aussi, je vais eh bien, créer un notebook LM, donc qui va lui travailler donc exclusivement sur ce rapport, et Notebook LM va me permettre de pouvoir créer des podcasts sur eh bien à partir uniquement du contenu du rapport qui aura été ici créé par Gemini à l'issue de sa recherche approfondie. Et puis aussi des cartes mentales, des dossiers de synthèse, de référence, et éventuellement, vous voyez, c'est aussi ce qui m'intéressait ici et ce que je voulais illustrer, des quiz textuels. Lequel quiz textuel? Eh bien, ce que je fais en règle générale, je le reprends et je le donne de nouveau à Gemini 2.5 Pro, mais avec la,
comment dirais-je, la possibilité ici de pouvoir le modifier, donc on appelle Canvas, et qui permet aussi, Canvas, ici, de générer du contenu exécutable du code. Et là, en vérité, c'est ce que je fais. Je lui soumets mon quiz textuel pour qu'il puisse ici me réaliser l'application quiz correspondante. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que je procède ici. Et en règle générale, pour plein d'autres activités, eh bien, ça se rapproche un petit peu de ça, sachant qu'à chaque fois que je dois traiter un thème, un sujet, ou que je me pose une question, j'utilise beaucoup la recherche approfondie. Voilà. Parfait, merci Robert. Juste par rapport à ta pratique, moi j'ai un petit peu la même, sauf que je vais plutôt m'orienter vers les outils OpenAI, enfin après j'utilise beaucoup NotebookLM aussi, mais le Deep Research est possible également avec O3 sur OpenAI, avec un compte payant, on va dire, hein. Donc voilà, en tout cas c'est super intéressant. Effectivement, bah, j'ai Alors commencé. moi, toi, pour le coup, j'ai vraiment essayé, on n'obtient pas du tout les mêmes choses et puis les mêmes résultats. J'ai beaucoup essayé. Parce que ici, moi, par exemple, et ça, je pourrais vous le montrer si vous voulez. Je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble, si vous voulez, cette idée de métapron, pour voir vraiment la différence. Mais ça, je l'ai fait pour justement, des types de générations différentes. Donc, j'ai un métapron pour la génération de texte, j'ai un métapron pour la génération d'images, la génération de vidéos, la génération de code, mais aussi pour la génération donc de demandes, mais pour un modèle de raisonnement. Parce que là, tu as parlé d'O3, eh Ouais. bien, en vérité, O3, et puis de ChatGPT, les modèles 4, 4.5 par exemple, qui moi j'utilise beaucoup le modèle 4.5. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce que je fais, et ici je le montre avec Gemini 2.5 Pro, mais j'utilise beaucoup la recherche approfondie avec GPT 4.5. Mhm. J'ai vraiment essayé avec les modèles de raisonnement, et là, tout dépend de ce que l'on attend. Parce qu'ils sont pas forcément très très bons pour pouvoir générer du contenu textuel tel qu'on a l'habitude de l'obtenir. Et, euh, et voilà, mais tu as raison, là, j'ai simplement pris l'exemple de Non, non, mais Gmail. c'est des choix Et ça d'outils marche après. exactement pareil, effectivement, avec Perplexity, aussi, Ouais. avec d'autres LLM. C'est l'idée, voilà, tout simplement. Parfait. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez surtout pas à lever Oui, la main. Je vois qu'il y avait par exemple Kwasi qui a posé des questions dans le chat. Alors, peut-être que Kwasi, je sais pas si tu as un micro. Tu peux très bien activer ton micro et poser des questions, hein. C'est peut-être beaucoup plus interactif de cette manière. Ou bien François, hein, François le Pennec, un d'IMT Atlantique. N'hésite pas, François, également à activer ton micro si tu veux poser une question directement à Robert. allez-y. Oui. Peut-être qu'il est peut-être pas connecté. Voilà. Bah, c'est vrai que sa question, c'était sur notamment si les outils d'IA génératifs deviennent brusquement payants, quelles conséquences? Hmm. Bah, Robert, tu peux peut-être répondre si tu veux. Ah, tu veux dire, il faut passer par des abonnements, c'est ça? Bah, en fait, oui, c'est vrai Payant. qu'aujourd'hui, il y a les deux. Donc, Ah oui. il y a des outils gratuits. Je vois que tu as parlé de Hmm. Notebook LM. Moi, par Hmm. exemple, pour l'instant, j'utilise de manière gratuite. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas un jour Ouais. prendre un abonnement. J'ai pas rencontré ce besoin sur notre LM encore, parce que ça génère des podcasts, ça génère. On peut mettre C'est quoi? 25, on va mettre 25 sources, je crois, ou 15 Ouais. sources. Non, je crois que c'est 25. Donc déjà avec la version gratuite. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi sur ChatGPT, j'ai une version payante. Et pour faire des recherches avancées, on peut le faire en version gratuite également aujourd'hui, mais elle va être moins avancée. Et puis on va avoir moins de tokens. C'est surtout une question de tokens, j'ai l'impression. Je sais pas si tu serais d'accord avec moi, Robert, là-dessus. Oui, alors en fait, alors au niveau des tokens, dès le départ, ben ça, les modèles, ils ont une structure, hein. De toute façon, donc ils ont un nombre de tokens en entrée, en sortie, c'est-à-dire ce que l'on appelle la fenêtre d'attention, la fenêtre contextuelle, et qui a une taille maximale, de toute façon. Alors là, pour le coup, alors je ne sais pas exactement s'il fait cette différence entre la version gratuite et la version payante. Par exemple, ça a toujours été 128 000 tokens, par exemple, en entrée pour les modèles GPT. Oui, Et plutôt le là, nombre on a vu. d'itérations du coup. Le nombre d'itérations qu'on peut faire. Par exemple, on va être limité sur la génération de podcasts si jamais on n'a pas une version payante de notre Book LM. Oui, On va voilà, être non, limité sur le nombre de documents. C'est plus des questions de limitation. Effectivement, peut-être, ouais. Ouais. oui, de ce côté-là, non, mais ce que je veux dire, même par rapport aux autres, tu sais, un chat GPT gratuit ou payant, un Claude Mm. gratuit ou payant, voilà, un Gemini gratuit ou payant, ça ne joue pas tant sur la continuité des interactions, parce que de toute façon, ça dépendant de la taille contextuelle, de la fenêtre.
Mm. d'attention de la fenêtre contextuelle. Et donc c'est pour ça que les modèles ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les derniers modèles d'OpenAI, ils ont 1 million de tokens en fenêtre contextuelle. Donc là, ça a vraiment augmenté. La dernière version de Gemini, j'ai vu que c'était 2 millions de tokens en fenêtre contextuelle. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que ça, c'est un problème. C'est toujours pareil. C'est-à-dire veut attirer le maximum, bien évidemment, d'utilisateurs. Et donc, il y a toujours la même porte d'entrée qui est la possibilité de l'utiliser gratuitement. Mais on est vite limité, ça c'est vrai. Ouais, là, tu viens de le dire sur NotebookLM. Moi, j'ai la version payante de NotebookLM parce que j'aime j'aime bien les produits de la Google. J'aime bien Gemini, et donc j'utilisais beaucoup Mm. Gemini. Et donc là, c'est la raison pour laquelle j'avais la version payante, qui du coup, englobe aussi Notebook LM. Mais pour les autres, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à Mm. chaque fois que j'ai essayé d'utiliser une version gratuite, je suis très rapidement limité. Vraiment, C'est vrai que vraiment. c'est une vraie question pour Ça, les ça, c'est un vrai installations, hein. problème, ce qui fait que là, ben, on est obligé, pour pouvoir faire des tests et aller plus loin, je dois avoir une dizaine, ouais, c'est ce que je t'avais dit, je crois. Il faudrait que Ouais, je fasse le tout à fait, compte, ouais. mais une dizaine d'abonnements, parce que que ce soit Mm. Gemini, que ce soit Claude, que ce soit Perplexity, que ce soit OpenAI, que ce soit Bolt, que ce soit Genspark, enfin, il y a vraiment beaucoup de Gamma aussi, donc qui nécessite des abonnements, parce que sinon, on n'a pas la possibilité de voir véritablement ce qu'il est possible de Après, faire. certains établissements font des deals aujourd'hui, Oui. notamment avec Mistral, par exemple, donc proposent Mm. la version payante de Mistral pour leurs étudiants, leurs enseignants. Ça, c'est des choses qui commencent à se voir. Ça, c'est bien. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a également Oui. des établissements qui créent ce qu'on appelle des RAG, c'est comme par exemple le RAGAREN, hein, qui est assez connu avec Olivier Wong, notamment et son équipe qui ont mis ça en place, qui permettent aux collègues d'utiliser finalement de manière souveraine et de manière sécurisée l'IA générative en hébergeant leurs données en interne, entre guillemets, en faisant travailler l'IA en interne sur leur serveur, en laissant rentrer des informations de l'extérieur, mais en ne diffusant pas, on va dire, leur contenu vers l'extérieur. Ce qui est intéressant, notamment pour les travaux de recherche, pour tout ce qui est lié à la médecine, etc. Voilà, donc c'est des choses. D'ailleurs, il y a un webinaire de la communauté des talents pédagogiques avec Olivier Wong qui aborde cette partie-là. Donc c'est un peu deux logiques, hein, mais c'est vrai que bon, Olivier Wong est d'ailleurs intervenu, hein, à Astum Télécom récemment. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que ce serait surtout une approche hybride qui va être mise en place, c'est-à-dire que des personnes vont utiliser effectivement des modèles grand public, payant ou pas d'ailleurs, pour des usages, voilà, on va dire résumés, etc., faire des choses assez classiques, entre guillemets. Et puis peut-être que des chercheurs, où là, la donnée est peut-être un peu plus importante, il faut vraiment être souverain sur les informations qu'on Ouais. donne, vont utiliser des outils qu'on va leur mettre à disposition dans les établissements. En tout cas, moi, je pense que c'est vers là que ça va aller. Il y aura un usage un petit peu hybride, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, mettre par exemple un papier de recherche qui n'est pas accepté, par exemple, sur un LLM de ChatGPT, c'est assez dangereux. Et éthiquement, d'ailleurs, c'est pas légal, même éthiquement, hein, pour le coup. Donc voilà, il y a vraiment des questions comme ça qui se posent en fonction de ce qu'on veut faire, hein. En tout cas, c'est peut-être le point de vue un petit peu qu'on peut avoir aujourd'hui. Je sais pas, Robert, si par Oui, rapport à oui, ça, non, tu mais avais... tu as absolument raison. Pour le coup, c'est vraiment le cas. Alors, donc on y va de toute façon de plus en plus. Alors, on n'a pas parlé aussi du problème de la dépense énergétique, et donc c'est la raison pour laquelle, en même temps, qu'on va commencer à essayer de mettre ces systèmes souverains et locaux, donc dont on aura toute la maîtrise. Eh bien, d'une certaine manière, ce sera aussi une réponse à cette inquiétude au niveau de la dépense énergétique. Mais la première des choses, bien évidemment, c'est la protection, c'est la surveillance des données sur lesquelles on travaille. Moi, je l'ai vu, là, j'ai fait une formation de 2 jours sur le personnel administratif, justement, de l'Institut Mines Télécom. Et donc, on a fait une restitution une semaine après, ou un peu plus. Eh bien, pour certains ou certaines, ça a été des pratiques, mais uniquement dans l'usage privé. Parce que sur leur activité professionnelle, elles étaient confrontées, elles, justement, pour certaines de ces personnes, à manipuler des données qui étaient plus ou moins confidentielles ou sensibles. Et donc là, ça n'a pas été possible, justement. Et c'est vrai que pour rebondir là-dessus, n'hésitez pas à lever la main encore une fois, hein. C'est vrai que ça change entre Oui, Robert et moi, mais n'hésitez pas à lever la main. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que moi j'avais un échange avec une collègue qui me disait que du coup, avant de soumettre par exemple des informations, elle allait tout anonymiser. Donc c'est super anonymisé. pratique, hein. Elle anonymisait, elle changeait les chiffres, etc. Mais finalement, à force, le gain de temps n'est plus là, quoi. Si jamais on commence à devoir
Mm. se compliquer la vie. Du coup, c'est vrai que ben, pour les personnes qui sont vraiment sur la protection des données, etc., il est vraiment urgent, je pense, que les établissements aient une solution souveraine Mm. qui rassure, je pense, les collègues. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas un très bon élève par rapport à ça, et je l'avoue, hein. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup utiliser les LLM, et puis parfois, je suis pas forcément toujours aussi vigilant que je devrais l'être sur les données. Ouais, moi aussi. C'est peut-être un défaut, hein. Mais c'est vrai que je me rends compte, comme toi, Robert, que pour certaines personnes, c'est vraiment ça, c'est dans les premières considérations. Ça veut dire que Mm. c'est un blocage à ce niveau-là, et pas tant au niveau technique, mais au niveau de la protection des données. Et quand je vois le tableau que tu as partagé là, sur le gain de temps estimé, 30%, 40% sur la communication, 50% analyse des données, bah, si on commence à devoir tout anonymiser, Oui, là, dans c'est pas, l'anonyme, c'est pas la voilà, même chose. à mon avis, on tombe Bien sur sûr. 15% au lieu de 50% Oui, de gain de temps. oui. Donc c'est vrai que, mais c'est une vraie question, et je pense qu'aujourd'hui, les décideurs en sont conscients. Après, il reste à mettre en place Mm. les choses, quoi. Absolument. Oui. Et donc, Parfait, alors en c'est tout cas. peut-être s'il n'y a Ouais. pas de. En fait, moi, les outils que j'utilise et ce que j'ai fait, donc je me suis fait des outils donc dans le domaine de la recherche, là, sur lesquels je travaille en ce moment, principalement deux. Un qui va me permettre, et donc ça, c'est une espèce de projet spécialisé sur ces aspects-là, Hmm. pour avoir vraiment un peu ce que tu disais, mais une évaluation donc d'un papier ou d'une communication ou d'un contenu. Et donc là, vraiment avoir une évaluation avec une recherche la plus étendue possible. Et donc avoir comme ça, ben, en fonction de l'article, enfin du contenu de l'article, disons, eh bien, d'avoir une simulation sur une évaluation des pairs qui me permettent donc bien évidemment d'avoir les points forts, les points faibles, les axes d'amélioration, et puis dans quelle catégorie, dans quel rang je peux éventuellement envisager de soumettre le papier. Est-ce que ce serait de rang A, B, C, D? Puis à l'issue de ça, j'ai la possibilité donc après, de la même façon, d'avoir des recherches, alors toujours pareil, à travers les recherches approfondies, et donc les colloques, les revues justement, qui seraient les plus susceptibles justement d'accepter l'article si je leur soumettais. Et Euh, pour la recherche, est-ce que tu utilises des outils comme, je crois que c'est Rabbit AI, un truc comme ça, ou... Ouais, alors pas celui-ci spécifiquement, mais moi là Ouais, pour le coup c'est vraiment des outils. Alors il y a, bien évidemment, oui, oui, il y en a qui sont vraiment dédiés à ça. ouais, Moi, en même temps, c'est vraiment un processus que je me mets en place. d'accord, ok. T'as Et pas pareil, il y forcément en a un. d'abonnement sur des outils Non, 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 non. Consensus, je crois qu'il y avait Consensus qui est très Oui, connu. Mais ok, ça c'est intéressant aussi, parce que mais c'est ça, vrai sur que... consensus, c'est plus effectivement pour la recherche, là, pour le Ouais, coup de pour la l'article. recherche, tout à fait, hein, ouais, 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 c'est vrai. moi, c'est pas pour la recherche d'articles, hein. Ouais, C'est vraiment pour la recherche d'IA, de LLM spécialisés ouais. dans l'évaluation, dans la possibilité de classer éventuellement l'article à un rang. Tu sais, il y a des rangs dans les publications qui Hmm. permettent de mesurer la qualité du contenu, tout simplement. Ok. Donc là, tu vois, c'est plus de ce côté-là. Bien évidemment, quand on prépare l'article, là, on travaille avec ces outils. Moi, je travaille beaucoup avec Consensus, avec même Perplexity, beaucoup, dans lequel tu sais, il y a la focalisation et dans laquelle on peut exclusivement se restreindre dans la recherche sur des sources académiques, par exemple. Hmm. Tout à fait, ouais. Ce que je fais aussi, c'est des systèmes de recherche, parce que ça n'existe pas. J'ai eu pas mal de difficultés, étant donné que j'écris mes contenus en LaTeX. Et donc ça, c'est bien de pouvoir. Là, on le voit, on a beaucoup d'outils de traduction qui fonctionnent très bien, mais quand on lui donne un contenu, un source LaTeX, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que tout est Hmm. mélangé. Et donc là, de la même façon, je sais que Overleaf, avec Writefood, permet de le faire. Mais donc là, de la même façon, c'est des aspects sur lesquels, effectivement, je m'intéresse et je recherche pour pouvoir faciliter ensuite mon activité au niveau de la recherche. Ok, parfait. Je vais juste partager mon écran, là, juste pour conclure, je vois que le temps passe. Donc, je rappelle, hein, que là, ce que vous avez entendu, ce sera donc sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner également sur cette chaîne, hein, si vous voulez
recevoir toutes les vidéos. Il y aura un mail donc, qui partira de toute façon avec tous ces liens donc, vers la chaîne, également vers la newsletter. On a une newsletter. Voilà, voilà, sachez hein, pour les personnes qui découvrent la communauté que c'est tous les mois qu'on propose des webinaires de cette manière. Hmm. Et encore une fois, voilà, je remercie le sponsor Challenge Me. Merci Robert hein, pour cette présentation, parce que je vois qu'il est Ah, ça 11h32. passe hyper vite, tu vois, Est-ce que j'avais tu prévu as, plein de trucs. est-ce que tu veux rester un petit peu, on dit au Oui, revoir et puis on reste un petit bien, peu pour ceux qui bien veulent, sûr, ça te dit? bien sûr, Ok, bien bon, sûr, oui. on va faire ce qu'on appelle un petit after show si on veut. Donc pour les personnes qui veulent rester un petit peu discuter, etc., vous pouvez rester un petit quart d'heure encore. Et puis pas pour les autres, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine.